Ok, le C7. Je crois que c'est presque la fin. Moi, si vous voulez, on accélère, mais on a le temps, non, un peu. Bon. 22 ans. Depuis 5 jours, elle se plaint d'une lourdeur du membre inférieur gauche, associée à des troubles de la sensibilité des deux membres inférieurs, et une discrète dysurie. Là, on a envie de se dire, ça part dans quoi, là? Queue de cheval. Oui, ou bon, moi, j'aurais dit central. Bon, on va voir. Ouais, moi, j'aurais dit la moelle, là. Dysurie, bon. Aggravation de jour en jour. Pas d'antécédent sinon un épisode de diplopie pendant 5 jours il y a environ un an. Ah, vous avez raison. Diplopie il y a 5 ans, 22 ans, femme atteinte qui fait un peu moelle. Myasthénie, est-ce que tu aurais une dysurie? Est-ce que tu aurais des troubles sensitifs? Est-ce que tu aurais une... Non. Toi, la diplopie, t'aimes ça, hein? Non, la myasthénie, c'est moteur pur. Moteur pur et c'est vraiment fluctuant. Cliniquement, je sais pas moi si c'est une CEP, mais bon, là comme ça, bon. Déficit moteur du membre inférieur gauche prédominant sur les fléchisseurs. Ah, pourquoi on nous dit que ça prédomine sur les fléchisseurs? Un déficit moteur qui prédomine sur les fléchisseurs, au membre inférieur. Est-ce que c'est... oui, est-ce que c'est plutôt pyramidal? Ouais. Et au membre supérieur? Très bien. Et donc, la spasticité, quand elle se développe plutôt sur les muscles. Fléchisseur au membre sup et extension en bref, d'où le fauchage. Ça, faut retenir. C'est très classique. Et on récupère plutôt en proximal d'abord et après en distal. Un barré positif à gauche, donc une chute au barré, donc une parésie aussi du membre supérieur. Ok. Réflexe normal au membre supérieur, augmenté, enfin plutôt vif, j'aime pas dire augmenté, mais au membre inférieur à gauche. Ok. Babinski gauche, déficit de la sensibilité au toucher du membre inférieur gauche remontant jusqu'au nombril. Perte de position du sens vibratoire du membre inférieur gauche. Ok. Ah. Déficit de la sensibilité à la piqûre et à la température du membre inférieur droit jusqu'au nombril. Faut m'aider aussi là. Lemniscal, ouais. Il y a du lemniscal, oui, 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 oui. De quel côté? Ouais, gauche, très bien. Donc on est d'accord que c'est sur du central. On est d'accord que si on dit nombril, c'est qu'il y a un niveau sonitif et que c'est de la moelle. Ok. Maintenant, au sein de la moelle, on va essayer d'être encore plus précis. Tant qu'à faire, on aller jusqu'au bout. Donc on a un syndrome pyramidal qui est prédominant à gauche, une atteinte lemniscale donc à gauche, et une atteinte extralemniscale à droite. Ça s'appelle comment? Voilà, un Brown-Séquard. Bah, très bien, vous savez. Oui, le nombril, c'est quel niveau? 4, 6, 10. Téton, gyphoïde et nombril. Parce qu'on dit pas téton, c'est pour ça que j'ai dit, mais je sais plus comment on dit. Mamelon, voilà, oui, ça. J'avais oublié. Oui, moi aussi. Donc T10. Comment ça s'appelle? On l'a dit, prendre ses cartes, très bien. Ok. Ça, vous connaissez bien. Ça croise, ça croise pas, c'est bon. Ok. Cause possible. Celui-là? Ouais. Donc, ça, c'est quoi en rouge? Voilà, spinothalamique, extralémiscal. En jaune, lemniscal, cordon postérieur. Et en bleu, oui, la flèche est dans le mauvais sens, mais bon. Là aussi, d'ailleurs. Quoique non, c'est bon. Postérieur, postérieur, et là, c'est bon. Et la flèche est dans l'autre sens, mais bon. Et donc, on a une atteinte de l'hémimoelle. On va avoir une atteinte spinothalamique de l'autre côté, tu vois, et du même côté, pyramidal et cordon postérieur. Ok. Cause possible. Bon, je vous les mets. Compression extra ou intramédulaire. Oui. Carence en B12. Pas vraiment. Ça donnera moins de spinothalamique. Sclérose en plaques. Ouais. Hypoglycémie. Toujours, ouais, mais si localisateur, moi j'aurais pas mis. On va voir. Myélite infectieuse. Oui. Du moment qu'on dit myélite, elle peut être infectieuse. Et du coup, encore une fois, la topographie, enfin la clinique en neurologie donne la topographie, mais pas du tout le diagnostic étiologique. Une hémiplégie peut aller du B7 à l'AVC. Donc, une atteinte de la moelle peut aller de la myélite infectieuse à la myélite inflammatoire, à la myélite compressive, quoi. Voilà, j'aurais pas mis hypoglycémie non plus.
Bah, c'est vraiment. Le Brown Séquard, c'est un des syndromes les plus systématiques en neurologie, quand même, hein. Donc, autant un déficit, n'importe quoi, oui, mais avec un niveau sensitif hypoglycémie. Mais c'est un peu vache de le mettre, je suis d'accord, parce que l'adage veut que. Donc, pas de compression. Diagnostic probable. On en a parlé tout à l'heure. Sclérose en plaques. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire en première intention? IRM cérébral, ouais. Est-ce qu'on fait une ponction lombaire? Comment? Voilà, on peut, mais pas forcément. Si on a les critères diagnostiques sans ponction lombaire, pas obligé de le faire. Qu'est-ce qu'on cherche dans la ponction lombaire? Des bandes du clonal. Synonyme, ça c'est la traduction. Donc c'est ça, hein. Mais synonyme, synthèse intratécale. Vous allez voir les deux, hein, donc attention. Habituez-vous, synthèse intratécale égale bande oligoclonale, ok? Et ça veut dire inflammation dans le LCR. Ok. Est-ce qu'on fait des PEV en première intention? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors plutôt des séquelles de normes, oui. Mais comment? Donc c'est démyélinisant comme maladie. Donc on va avoir, encore une fois, diminution de vitesse ou le corollaire c'est allongement des latences. Allongement de la latence P100. Bah, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on demande au PEV. Dis-moi la P100 où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est allongée ou est-ce qu'elle n'est pas allongée? On voit surtout des séquelles de normes. La norme est un diagnostic clinique. Mais il faut un fond d'œil, qui est un examen clinique. Et PES, on s'en fiche. Ok. Donc l'IRM, c'était bien ce qu'il fallait cocher. Ah ben voilà. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on voit alors? Parce que bon, c'est intéressant comme ça, mais vous avez déjà fait l'item sclérose en plaques? Qu'est-ce qu'on voit sur l'IRM? Oui, c'est ça. Mais si tu mets juste ça, très bien. Voilà. Ouais. Mais je sais même pas quelle séquence regarder là. Lequel? T2 ou flair? Ah bah oui. Bon, c'est en flair qu'on regarde parce que ça a été fait pour ça. Mais c'est un T2 où on a viré le signal du liquide pour avoir un meilleur contraste en paraventriculaire, en périventriculaire. Et donc les signaux périventriculaires ont trois caractéristiques. Alors petit oui, mais ça rentre pas dedans. Ils sont perpendiculaires, ovoïdes, plus de 3 mm, oui. Oui, et périventriculaire, c'est pour ça que oui. Donc périventriculaire, ovoïde et perpendiculaire à l'axe des ventricules. Et la taille, ça peut être plus petit, mais voilà. Ils sont des régions stratégiques, oui, en sus et en sous-tentoriel, en périventriculaire, en justacortical, et on peut avoir une prise de contraste. Très bien. Ok. Dans la moelle, on peut avoir pareil, des milites qui sont. Ce que vous avez à savoir, c'est la taille. Voilà, moins de 3 corps vertébraux, pour dire que c'est une milite. Sinon, on se pose des questions et on parle. Qu'est-ce qu'on va chercher sur une milite un peu plus extensive et une névrite optique? Diagnostic différentiel du sclérose en plaques avec une myélite extensive et une névrite optique. Non, c'est inflammatoire aussi. Ça, c'est pareil, ça, c'est écrit. Si, c'est ça, mais tu l'as dit. Comment tu dis? C'est ça, mais j'entends pas. Devic. Alors, il ne faut pas dire Devic parce que c'est un nom propre. C'est neuromyélite optique, NMO. Avec des anticorps que vous devez savoir qui sont les AQP4, aquaporine 4. C'est un peu plus sévère, plutôt des femmes un peu plus âgées, c'est un peu plus résistant, on met du rituximab, etc. Et des immunosuppresseurs. Okay. Devic, c'est un neurologue lyonnais. Bon, parce qu'on en plaque. Ok, quelques questions isolées. 75 ans, hémicorée droite, brutale il y a quelques heures. Diagnostic. Étiologique. Qu'est-ce qu'une corée? Ce sont des mouvements normaux.
Des myoclonies aussi sont des mouvements normaux. Non rythmiques, ouais. Donc, ouais. Asynchrone, irrégulier. Plutôt proximaux, mais proximo-distaux. On parle de choréothétose souvent. Quand c'est uniquement proximal et très ample, on parle de balisme. Ouais, mais c'est surtout ça. Et qui donne l'impression d'une danse. Donc, c'est surtout le côté irrégulier. L'impression qu'il va être comme ça. Et alors, ils vont l'intégrer dans leur mouvement. Dès qu'ils vont hop, ils vont se recoiffer. Voilà. Pour essayer de... Non, mais c'est vrai. Pour essayer de le cacher. Puis, c'est des mouvements un peu de reptation, de danse, comme ça. Contrairement à un tremblement qui lui est régulier, une myoclonie qui est irrégulière mais qui est une secousse, donc c'est brutal. Une choré, c'est pas brutal, c'est comme une danse. Une myoclonie, c'est comme ça. D'accord? Tremblement, parce que tous les mouvements normaux, vous connaissez un peu les dystonies, tout ça? Vous avez un item, on vous fait les mouvements normaux? Bon, vous verrez avec eux. Mais ça, c'est passionnant, parce que c'est clinique. Uniquement en regardant un patient avec ses myoclonies, on peut dire tiens, c'est une myoclonie corticospinale, une myoclonie corticale. Voilà. C'est très intéressant. Et donc là, on a une chorée unilatérale brutale. Quand on dit brutale en neurologie, on pense à AVC, donc vasculaire. Et donc là, la proposition vasculaire, c'était soit un accident ischémique cérébral, soit un hématome sous-dural. Sevrage en alcool, on ne croit pas trop. Maladie de Huntington, est-ce que ça donne des chorées déjà? Ah bah oui, ça s'appelle la chorée de Huntington. C'est une maladie génétique qui donne une chorée progressive, qui est autosomique dominant, pénétrant 100%, mutation de la Huntington, chromosome 11 ou 13 je crois, et plutôt vers 40 ans ça débute et ça associe un syndrome extrapyramidal, une chorée et des troubles exécutifs frontaux, une atrophie des noyaux codés. Et médicamenteux non, donc vous pouvez cocher que accident ischémique cérébral. Retenez que je ne suis pas trop d'accord non plus, à savoir que les mouvements normaux comme ça, très brutaux, hémichorés, unilatérales, oui vasculaires, mais c'est plus fréquemment des petits hématomes du noyau de Lewis, des petits hématomes des noyaux gris centraux. C'est plus fréquemment des hématomes petits que des ischémies. Bon, les deux peuvent se voir bien sûr. Hein. Alors, consultation, un homme de 21 ans avec un tremblement bilatéral des membres supérieurs devenu invalidant. On penserait à un tremblement essentiel. Vous saurez que c'est l'argument de fréquence. Bon, mais qu'est-ce qui pourra nous dire oui, c'est un tremblement essentiel? Est-ce que c'est une aggravation par l'alcool? Est-ce que l'alcool aggrave un tremblement essentiel ou le diminue? Il diminue, l'alcool empêche de trembler. D'où la consommation d'alcool des chirurgiens. Et c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Un tremblement de repos. Est-ce que le tremblement essentiel est un tremblement de repos? Non, c'est un tremblement d'attitude. Très bien. Une majoration à l'action. Ça, c'est possible. Des antécédents familiaux de tremblement. Ah oui, c'est voilà. Le plus fréquent, c'est quelqu'un qui vient pour un tremblement essentiel. Donc, quelqu'un qui vient pour un tremblement d'attitude, gêné pour l'écriture, plutôt asymétrique, chronique, avec parfois même une petite note extra-pyramidale, hein, c'est possible, mais qui tremble dans la famille et qui est soulagé par l'alcool, tremblement essentiel. Comment on traite? Bêta-bloquant. Et une dystonie associée, bêta-bloquant, pas vraiment. Donc on avait bon et c'était soulagé par l'alcool et pas aggravé par l'alcool. Ah, quel type de mouvement normaux peut-on retrouver dans la maladie de Huntington? Donc une dystonie. Ça c'est pas facile. Hein. On peut avoir une dystonie où... Je sais pas ce qu'elle a mis parce que moi je pense qu'on peut. On peut avoir une dystonie, on peut avoir une chorée, oui. Tremblement, techniquement, on peut avoir un tremblement dans les formes tardives, oui, avec un syndrome extra-pyramidal. Dyskinésie, pas dans le sens où on l'entend, parce que dyskinésie, c'est plutôt dyskinésie sur dopa, finalement. Parce que c'est pas un très bon terme, en fait, dyskinésie. Dyskinésie, ça veut dire mouvement anormal. Dyskinésie, mouvement anormal. Mais dyskinésie, on les réserve plutôt dyskinésie dopa, donc des mouvements anormaux induits. Et myoclonie, je vous ai dit, c'est ce coup très brutal musculaire, tac, tac, qui peut être que d'un muscle ou vous, est-ce que vous avez déjà expérimenté des myoclonies? Ouais, des paupières, mais plus fortes. Ouais, des myoclonies d'endormissement. C'est très... Ah, le myoclonie, quand on s'endort et hop, des secousses. Ouais, ce sont des myoclonies d'endormissement, c'est physiologique, hein, mais on l'expérimente tous. Ce sont des mouvements normaux physiologiques. Donc c'était dystonie chorée. C'est pas facile comme question. Hein. Ah, diagnostic devant un CBH douloureux unilatéral, isolé. On en a parlé tout à l'heure. Section carotidienne. Ok, très bien. Diplégie faciale, on en a parlé.
Diabète. Oui, mais. Sarcoïdose. Ouais. VIH. Ouais. Leucémie. Leucémie, ouais. On peut avoir par infiltration méningée avec les signes de Vincent. Vous connaissez les signes de Vincent? Voilà. Et Guillain-Barré. Ah, oui. On a vu un Guillain-Barré avec une belle PF, hein. C'est vrai qu'il avait qu'un côté, mais tu étais là? Tu l'avais vu? T'es pas là encore peut-être. Ah bah c'est bon. On est allé vite, non? Vous avez des questions? Non?